les hommes se sont toujours situés par rapport aux animaux. Depuis Plutarque, depuis Aristote, on se pose la question. Et la réponse dépend de la culture, dépend du contexte culturel. Déjà, Plutarque disait qu'il y a une intelligence animale qui est comparable à l'intelligence humaine. D'autres disaient ce sont des êtres sensibles. Au Moyen-Âge, on parlait de l'âme des animaux et on les considérait parfois comme des personnes. Donc quand un animal blessait quelqu'un, le mordait ou parfois le tuait, on lui faisait un procès, comme à une personne. Et les cochons mangeaient souvent les bébés. Ils rentraient dans les maisons et ils blessaient ou mangeaient les bébés. Et dans ce cas-là, il y avait un procès. Ils étaient condamnés en place publique. Après la prononciation de la sentence, on les considérait comme des personnes. Et ensuite, le Seigneur les mangeait quand même. C'est-à-dire que certains parmi nous se situent dans une lignée. On appartient tous au monde vivant. D'autres, au contraire, sont horrifiés par ce que je viens de dire et ils pensent que par nature, on est des êtres surnaturels et qu'on est tombé du ciel et qu'on n'a rien à voir avec les animaux. Au contraire, on est là pour les dominer parce que ce sont des choses. Et on a vécu comme ça pendant très longtemps. L'homme a le droit de réduire les Indiens en esclavage, ça a été dit, ça. On a le droit d'atteler les Indiens, on a le droit de les dépecer. Mais s'ils parlent, c'est qu'ils ont une âme. Dans ce cas-là, c'est des êtres humains. Dans ce cas-là, on ne peut plus les atteler, les dépecer. Et c'est dans le Vercors, dans le silence de la mer, Vercors dit s'ils parlent, baptisez-les. S'ils ne parlent pas, cuisinez-les. Là où les procès d'animaux m'intéressaient au Moyen-Âge, c'est que je me disais, c'est une des façons dont on pouvait continuer à les créditer de ce que les Anglais appellent la agency. Donc la gentilité, le fait d'être considéré comme soi-même auteur, actant, auteur de ses actes. Eh bien, cette façon de concevoir les animaux, d'une manière, était extrêmement intéressante, puisque dire que les animaux peuvent être coupables et faire même très attention à leur offrir des cadres juridiques de cette culpabilité avec des avocats qui les défendent, faire la différence entre une truie qui a assassiné un enfant et ses enfants qui ne vont pas être reconnus coupables parce qu'ils seront considérés comme immatures, ce qui pour nous, évidemment, apparaît totalement absurde. La truie adulte serait responsable et pas les enfants parce qu'ils maturent. Donc on est dans un système juridique très proche du nôtre. L'immaturité justifie la non-responsabilité, l'animalité ne la justifie pas. Mais moi, ça m'intéressait parce que c'était une façon d'essayer de penser que les animaux peuvent en effet être autonomes, avoir des actions, avoir des volontés propres, etc. Ça, c'est une idée qui est en train de revenir. Il y a un historien qui s'appelle Jason Hirbal qui envisage que tous les accidents qui sont arrivés ces dernières années dans les cirques, dans les zoos, etc., avec des animaux qui, de toute évidence, avaient été très maltraités pendant relativement longtemps, ne seraient pas des accidents au sens propre du terme, mais seraient plutôt une façon où les animaux, à un moment donné, volontairement disent « maintenant, cette situation est trop injuste, elle cesse ». Donc ça, c'était un point. En revanche, là où je trouverais intéressant de penser, c'est qu'il y ait des gens qui puissent défendre les animaux dans des procès, etc., ben, là, ça devient intéressant parce qu'en effet, en tant que non-parlant, en tant que ne pouvant pas vraiment se défendre, il sera en effet intéressant de toute façon de revenir à des systèmes où les intérêts des animaux sont pris en charge par des systèmes peut-être un peu plus institutionnalisés que ce qu'ils ne sont jusqu'à présent. L'abeille, depuis les origines, apparaît comme une espèce de métaphore de l'humanité, un baromètre de son destin. C'est un être intermédiaire qui sert à penser les frontières, à penser les limites. Nature, culture. Vous voyez, l'abeille est à la fois très naturelle, elle vit à l'état sauvage, et très culturelle. Ça ressemble diantrement à une cité, cette ruche. Et donc, on va projeter sur cette vie apicole, cette vie des abeilles, eh bien, l'idée que, et si on ne pouvait pas retirer quelques leçons de cette vie des abeilles? Et on le voit en politique. Alors ça, c'est époustouflant. L'abeille a servi à penser tous les régimes. Oui. Parce qu'il y a une reine. On a dit, bah, c'est une monarchie.
Pas du tout, disaient les autres, c'est pas une monarchie, c'est une aristocratie. Vous voyez, il y a une hiérarchie dans la ruche, les abeilles, les ouvrières, puis les faux bourdons, ces esclaves qui ne servent à rien. Pas du tout, c'est une république. Regardez, les abeilles se sacrifient au combat, elles vont défendre la cité et elles meurent parce que leur dard arrache leur abdomen, donc elles meurent. C'est formidable, c'est l'exemple même du citoyen hoplite. Pas du tout, ils disent, après les modernes, ils disaient, mais non, l'abeille c'est l'anarchisme. La reine n'a aucun rôle, c'est une pondeuse. Non, regardez, un ordre parfait, sans commandement. Chaque abeille sait exactement ce qu'elle doit faire, elle obéit, donc c'est de l'anarchie. Pas du tout, diront les autres, c'est le communisme. Regardez la propriété des moyens de production, c'est formidable. Pas du tout, diront les autres, c'est le libéralisme. Et le premier texte du libéralisme politique, c'est la fable des abeilles de Mandeville, qui fonde une tradition philosophie politique. Ouais. Donc l'abeille sert à tout, c'est époustouflant. On est parti de l'homme, oui, de ce qu'on connaissait de l'homme, et puis petit à petit on a été voir un petit peu, mais ça n'a pas été facile, hein, comment les autres espèces les plus proches de nous partageaient cela. Bien. Et il y a des comportements, vous avez évoqué les singes capucins, qui sont absolument incroyables. Ce sont des singes économiques. Ces singes capucins dont la lignée s'est séparée de la nôtre. Quand je dis la nôtre, c'est avec les chimpanzés, vers 35 millions d'années. Donc ce sont des petits singes d'Amérique du Sud qu'on voit dans tous les films, ils sont très futés, très intelligents. Ils ont un rapport de la taille du cerveau par rapport au corps qui est équivalent à celui de l'homme, mais en plus petit. Et ces singes capucins servent tout simplement à tester les fondements des théories économiques actuelles. C'est-à-dire le fameux Homo economicus, qui est au cœur des théories néoclassiques de l'économie, mais également de tester, à la suite des travaux de Daniel Kahneman, ce qu'on appelle donc l'économie expérimentale ou comportementale. Et à partir de là, on s'aperçoit qu'en définitive, ils ont des rationalités que l'on partage avec eux, mais qui ne sont pas du tout celles de la rationalité de l'Homo economicus. Donc, d'une certaine manière, les grands singes et les petits singes, si on a des espèces différentes comme ça, qui ont les mêmes comportements, ça veut dire que c'est universel. Ça veut dire que c'est quelque chose qui est profondément ancré dans notre évolution donc, cognitive et sociale. Et à partir de là, donc, ça permet de tester, entre guillemets, d'un point de vue scientifique, la validité de certains concepts qui sont devenus des postulats, des dogmes, qui, manifestement, ne fonctionnent pas en économie. Quand Aristote dit que l'homme est un animal doué de raison ou encore doué de parole, parce que c'est le même mot en grec. Logos, c'est la raison et c'est la parole. Quand on dit animal doué de raison, on dit aussi animal parlant, en tout cas en grec ancien. Qu'est-ce que veut dire « nous sommes des corps parlants » ? Cela signifie que nous sommes des animaux. Nous avons des corps de mammifères, nous reproduisons comme des mammifères, mais nous sommes profondément transformés en tant qu'animaux par le fait que nous parlons. Ça veut dire que nous avons un usage symbolique des sons, que nous représentons le monde à travers des mots, que nous enchaînons ces mots selon des opérations logiques, autrement dit que nous avons une vue de nous-mêmes, du monde, des autres, à travers le langage, qui n'est pas simplement un outil de communication, qui est l'espace dans lequel nous respirons, dans lequel nous sommes immergés. Et ces corps parlants veulent dire aussi qu'il y a là un lien immédiat